Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue. Alors, vous êtes nombreux à nous rejoindre. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte et nous rejoigne pour ce webinaire de décryptage. Bonsoir. Bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent. Bonsoir à tous. Nous allons commencer ce webinaire et puis certainement d'autres participants nous rejoindront en cours de route. Merci beaucoup d'être aussi nombreux ce soir avec nos experts invités par Alliance Vita pour cette soirée vraiment qui va nous permettre de nous poser, de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce projet de loi fin de vie. Alors ce soir, donc, je me présente déjà tout d'abord. Je suis Camille Bouillet, chargée de communication institutionnelle au sein de l'association Alliance Vita. Et ce soir, j'ai 3 personnes avec moi. Donc, le docteur Alix Duroux, qui est médecin gériatre en soins de suite à l'hôpital Paul Brousse. Le professeur Guillaume Drago, juriste et professeur de droit public à l'université Panthéon-Assas. Merci d'être là avec nous. Merci. Et enfin, Tugdual Derville, porte-parole d'Alliance Vita et notamment auteur récemment d'un ouvrage intitulé « Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu? L'euthanasie et le suicide assisté démasqué », publié en 2023 aux éditions Salvator. Avec ces 3 experts, nous allons tenter de vous offrir vraiment, comme une pause ce soir, un éclairage sur le projet de loi fin de vie, projet de loi qui souhaite ouvrir la voie à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, derrière l'expression qui a été employée par le gouvernement d'aide à mourir. Alors, très rapidement, puisqu'ensuite je laisserai la parole à mes invités qui s'étendront un petit peu plus longuement sur le sujet. Ce projet de loi, nous sommes dans l'actualité vraiment très chaude, comme on dit, puisqu'il a été présenté hier, mercredi 10 avril, en Conseil des ministres. Donc, c'est vraiment l'étape qui lance ensuite l'arrivée du texte à l'Assemblée nationale pour le début des débats de l'étude du texte. Voilà, donc nous allons tout d'abord vous offrir un décryptage vraiment du texte tel qu'il est écrit, tel qu'il a été rendu public hier, dans sa toute dernière version. Nous allons aussi proposer voilà, des questionnements et des points d'attention sur les critères d'accès à cette aide à mourir, sur divers points qui, nous le pensons, méritent l'attention de chacun. Et puis, nous proposerons ensuite de se positionner, de voir un peu pourquoi on pourrait agir, comment est-ce qu'on pourrait agir voilà, face à ce texte, comment ça va se passer en fait, combien de temps ça va durer, tous ces débats et qu'est-ce que chacun peut faire à sa mesure. Et puis, nous prendrons évidemment le temps de répondre à vos questions. Et vous avez donc un chat où vous pouvez les poser par écrit et nous allons les rassembler et puis je les poserai à nos invités pour qu'ils y répondent. Donc, n'hésitez pas. Nous avons ce soir un souci de ne pas vous faire veiller trop tard. Donc, ce webinaire ne durera pas plus d'1h30. Voilà, pour que nous soyons efficaces, concis. Et sur ces bonnes paroles, je vais donc laisser Tugdual Derville nous présenter un petit peu le contexte législatif dans lequel s'inscrit ce projet de loi. Bonsoir Camille, Alix et Guillaume et bonsoir à tous. Comme l'a dit Camille, au fond, on est dans le chaud là, mais c'est depuis finalement 30 ans que ce débat grandit et se réchauffe sans cesse au fil, vous le savez, d'actions de militance, de faits divers souvent douloureux, de propositions de loi. Voilà. Mais là, on est vraiment au pied du mur parce que cette proposition maintenant est devenue un projet de loi gouvernemental. Cette idée est devenue un projet de loi gouvernemental et que
il arrive maintenant à l'Assemblée nationale. Alors, je vais essayer de vous présenter 4 slides. La première qui récapitule les éléments les plus proches du débat, les étapes préparatoires qui se sont accélérées depuis quelque temps. Peut-être qu'on peut passer, voilà, je pense qu'on va tomber sur cette image. D'abord, nous arrivons en avril 2021 avec un vote incomplet, mais tout de même très fort à l'Assemblée nationale de la proposition de loi du député Olivier Falorni, dont l'intitulé qui est donnant et garantissant une fin de vie libre et choisie, qui va très loin. C'est un député très engagé pour l'euthanasie et c'est une forme d'obstruction avec toutes sortes d'amendements qui permet de bloquer une proposition de loi qui n'a pas permis à cette proposition d'aboutir, mais on a senti passer, pour ceux qui sont hostiles à l'euthanasie et au suicide assisté, le vent du boulet. Ensuite, on a un président de la République qui fait, contrairement à sa première campagne, dans son premier mandat, à l'occasion de sa deuxième campagne, une promesse électorale de lancer une convention citoyenne pour réfléchir à la fin de vie. Donc ça reste dans un vocabulaire flou, d'ailleurs on va rester sûrement dans le flou comme vous allez le voir, mais il prend quand même une option radicalement différente de ce qu'il avait fait lors des lois bioéthiques où il avait écarté, après un dîner sur ce sujet, l'idée de changer la législation sur la fin de vie. On arrive en septembre 2022 avec un revirement très flagrant du Comité consultatif national d'éthique par son avis numéro 139 sur les questions éthiques relatives aux sessions de fin de vie. Et là, contrairement à toute la jurisprudence, on pourrait plus dire aux avis, parce que c'est un avis qui n'est pas contraignant, du comité d'éthique, qui jusqu'alors disait que les exemples étrangers ne plaidaient surtout pas en faveur de cette levée de l'interdit de tuer entre soignants et soignés, le voilà qui dit au contraire qu'il n'y a pas d'obstacle éthique à ce qu'il appelait aide active à mourir. Et derrière cette aide active à mourir, c'était son vocabulaire de l'époque, se dessinait principalement le suicide assisté, c'est-à-dire la personne qui s'administre elle-même le produit létal, et accessoirement, en raison d'un principe d'égalité qui est propre à la République, et bien pour ceux qui n'ont pas la capacité de s'administrer ce produit, l'euthanasie. Par ailleurs, déjà, cet avis 139 subordonne cette idée, d'une loi à l'accessibilité des soins palliatifs à tous. On va y revenir. Ensuite, on a juste derrière le président de la République qui annonce sa fameuse convention citoyenne qu'il avait promise, et elle se déroule avec 185 citoyens. Elle aboutit à un vote unanime pour les soins palliatifs, elle aboutit à un vote très fort pour l'euthanasie et le suicide assisté, mais sans une entente consensuelle sur les modalités. Voilà. Le président reçoit les citoyens, il y a tout de même, comme pour le comité d'éthique, des minoritaires qui s'opposent. Bon, il n'y a pas un consensus absolu, mais cette convention citoyenne a donc défrayé aussi la chronique. Et puis, peut-être brutalement, je dirais, c'est parce que le projet a été à plusieurs fois retardé, le président Macron, le mois dernier, préannonce dans la presse son projet de loi qui prévoit ce qu'il appelle une aide à mourir, et il en communique les contours dont on va parler. Et puis hier, Camille l'a dit, je ne le répète pas, il y a eu tout de même eu un passage au Conseil d'État qui a fait modifier certaines choses. Et puis aujourd'hui, hier, a été créée aussi une commission spéciale pour accompagner ce projet, avec comme présidente Agnès Firmin-Lebaudot, qui était ministre chargée de ce sujet lorsque la convention citoyenne a eu lieu, et avec comme président, comme rapporteur général, Olivier Falorni lui-même, ce qui déjà augure un certain nombre de choses. Alors nous, on y reviendra, mais nous sommes impliqués à beaucoup de ces processus. On a été auditionnés, et on a déjà été convoqués pour être auditionnés par cette commission spéciale. Ça aura lieu dans quelques jours, donc on est impliqué sur tout ce process. Voilà pour ce qui concerne les étapes préparatoires. Ensuite, je vais revenir brièvement sur les dispositifs législatifs en vigueur, car c'est important de les connaître, notamment quand on argumente. Et donc, vous le voyez, il y a eu un certain nombre de lois traitant de la fin de vie depuis bien longtemps. Très important de savoir qu'en 1999, une loi a instauré un droit d'accès aux soins palliatifs. Même si son application est plus que insatisfaisante sur le territoire en quantité et en qualité et sur le plan géographique, c'est un droit qui demeure légal. Je dis ça parce que le Conseil d'État, dans son avis, a parlé de demande sociétale pour les soins palliatifs et de demande sociétale pour l'euthanasie, mais il y a plus qu'une demande sociétale, il y a une loi qui nous garantit normalement qu'on a droit d'accès aux soins palliatifs. Ensuite, en 2002, une loi dite loi Kouchner
sur le droit des malades à confirmer des éléments de déontologie médicale. Un patient a le droit de refuser un traitement. Il n'est pas obligé de se conformer à la prescription du médecin s'il ne le souhaite pas. C'est une question de liberté. Et puis, on a instauré la fameuse personne de confiance. On arrive en 2005 à la fameuse loi Leonetti, votée consensuellement et qui, au fil des débats, s'est apparue comme une loi qui récusait dos à dos l'acharnement thérapeutique. Vous voyez, ces soins ou traitements qui sont dits inutiles ou disproportionnés et qui étaient déjà proscrits par une déontologie médicale où normalement on ne prescrit pas une troisième chimio si on sait que les conséquences sont pires que la chance qu'elle donne. Vous voyez, normalement c'est un principe de déontologie médicale, mais là ça a été mis noir sur blanc et on met dos à dos acharnement thérapeutique et euthanasie pour choisir ce qu'on a appelé la troisième voie, la voie française, les soins palliatifs. Et par ailleurs a été articulé à la personne de confiance de 2002 les directives anticipées, qui est un moyen pour des personnes d'écrire sur un document ce qu'elles pourraient souhaiter ou ne pas souhaiter dans le cas où elles deviendraient incapables de s'exprimer. En 2016, débat plus controversé autour d'une loi dite Claes-Leonetti qui a voulu aller plus loin sous la présidence de François Hollande. Et là, il s'est agi d'instaurer notamment un droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et dans des cas exceptionnels de souffrance, il est parfois nécessaire de sédater une personne, en principe de façon réversible. Et dans des cas vraiment de souffrance ou de douleur réfractaire, eh bien, il est possible de donner une sédation profonde et continue qui va jusqu'à la mort de la personne, mais qui ne provoque pas cette mort. Bien que la loi n'ait pas indiqué ce refus de l'intention de tuer, en 2018, la Haute Autorité de Santé a édicté des règles précises d'utilisation de cette sédation qui nous ont rassurés pour nous-mêmes, car elle a bien distingué tous les critères qui différencient l'euthanasie, qui est la mort délibérément provoquée avec une conséquence précise, qui est cette mort, d'une anesthésie spécifique, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui ne provoque pas la mort, même si elle assume qu'elle va arriver. Voilà. On pourrait aller dans le détail, mais je ne vais pas y aller. Et puis, je rappelle juste que la loi de 2016 a aussi rendu les directives anticipées contraignantes, et c'est-à-dire pas obligatoires. Le médecin demeure dans son art médical, apte à décider que ce qu'on lui demande est exorbitant, ne correspond pas aux besoins de la santé du patient, et c'est bien sûr nécessaire pour éviter que le patient devienne son propre prescripteur. Ensuite, je me propose de vous décortiquer ou peut-être révéler les quelques enjeux sociopolitiques qui crèvent l'écran, je dirais, derrière ce qui se passe en ce moment. Il y a une volonté présidentielle. C'est un peu le fait du prince en France, on le sait, le président de la République, surtout celui-là, prend en charge les sujets, les aborde et décide. Donc il consulte énormément et après il tranche. Mais il tranche aussi dans un contexte de pression parlementaire que j'ai évoqué avec la loi Falorni qui n'a pas abouti un an avant la réélection d'Emmanuel Macron. Et par conséquent, on est dans une tension entre un président qui veut faire sauter le verrou de cet interdit de tuer, dans un cadre qu'il prétend ou qu'il affirme, peut-être qu'il pense strict et garanti, et puis des parlementaires qui, pour beaucoup, peuvent aller beaucoup plus loin que les dispositions dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, c'est cette tension politique qui est évidente. Et par ailleurs, deuxième point, nous pouvons noter, et les commentateurs politiques ne s'en sont pas privés, que le choix de la date de ce débat, en considérant que les Français, dans la confusion par rapport à ces sujets, sont bien souvent favorables à l'euthanasie par aveuglement et par méconnaissance des enjeux, et aussi par le fait qu'ils sont en bonne santé et qu'on peut changer énormément d'avis lorsqu'on devient fragile et dépendant, eh bien, le président de la République choisit un moment de débat avant les européennes en espérant peut-être en tirer profit pour éviter une débâcle aux européennes. Et en tout cas, nous pouvons contester que les questions sociétales deviennent comme des variables politiques, comme si elles allaient flatter un électorat dit de gauche pour compenser des politiques budgétaires ou autres qui seraient entre guillemets de droite. Et d'ailleurs, il y a tout un mouvement politique, et j'ai encore entendu ces représentants aujourd'hui de gauche qui contestent le fait que l'euthanasie soit une réforme de gauche parce que les premières victimes, on le voit au Canada notamment, ce sont souvent les personnes fragiles et isolées et plus pauvres parce qu'elles ont moins de support. Troisièmement, il faut aussi reconnaître qu'il y a une sorte d'ambivalence dans la demande sociale ou sociétale dans le domaine de la santé. Si je nous interroge tous ou les Français sur qu'est-ce qu'elles souhaitent, quelles sont leurs préoccupations, immédiatement va arriver le fait d'être bien soigné, d'être bien soulagé,
l'euthanasie n'est pas la priorité des Français. La priorité, c'est d'être bien soigné. Et j'arrive donc au point suivant, c'est ce projet qui vient déstabiliser un système de santé. Il vient remettre en cause un interdit fondateur qui date de 2500 ans et qui est très sage, car on sait que les médecins, dans leur toute-puissance, pourraient abuser des produits, des onguents autrefois, des molécules désormais qu'ils ont à leur disposition. Et donc, c'est pour se protéger de leur toute-puissance qu'ils ont édicté il y a bien longtemps que je ne délivrerai à quiconque du poison, même si on m'en fait la demande, parce qu'on pourrait m'en faire la demande. Donc là, lever cet interdit, le faire au moment où le système de santé est si fragile, crise des urgences, crise des EHPAD, manque d'accès aux soins palliatifs, difficulté d'accès aux centres antidouleurs, fermeture de services, déserts médicaux, accès aux médecins de famille difficiles, etc., renouvellement de ces médecins difficiles, accès aux spécialistes difficiles, j'en oublie, je vous les passe rapidement. Tout ça dans un contexte budgétaire tendu, eh bien, c'est risqué de pousser vers la sortie les personnes avec des solutions expéditives qui paraîtront pas coûteuses pour économiser ce qu'on pense pouvoir économiser. Donc, grand danger de cette déstabilisation au plan politique. Et puis enfin, on a déjà commencé à stigmatiser certaines catégories de patients. Et notamment, vous avez sans doute entendu qu'on parle souvent de maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique comme si c'était des personnes éligibles à l'euthanasie. Autrement dit, cette prévention du suicide qui s'adapte normalement aux personnes les plus fragiles, les plus souffrantes, les plus isolées, voilà qu'on désigne des personnes qui seraient discriminées, il n'y aurait plus accès parce que leur maladie serait éligible au suicide. Heureusement, beaucoup d'entre elles et leurs associations ont protesté, mais vous voyez qu'il y a cet enjeu très complexe qui est de catégoriser les Français en éligibles ou pas à cette perspective d'une aide à mourir qui est l'euthanasie et le suicide assisté. J'y viens dans le slide suivant. Ou la slide, je ne sais plus où l'écran. Enfin, ce sera ma quatrième et dernière partie de ces propos liminaires. Voilà quelles sont nos premières critiques des options de ce projet, critiques que détailleront fortement ensuite Guillaume et Alix. Il y a donc une rupture fondamentale, je viens de parler, cachée derrière le déni de ces mots. Car l'aide à mourir, affirme Emmanuel Macron ou Catherine Vautrin, la ministre chargée de mettre en œuvre cette réforme, ainsi que la conseillère qui suit ce dossier depuis Agnès Firmin-Lebaudot et que nous avons rencontré assez longuement, eh bien, ils nous disent ce n'est ni de l'euthanasie, ni du suicide assisté, ce n'est même pas un droit ni une liberté, c'est une fraternité, c'est une aide à mourir. Et nous avons beau leur remettre sous le nez les définitions de l'euthanasie et du suicide assisté et leur demander pourquoi cette euphémisation, et c'est même le propos du docteur Aubry, qui est plutôt favorable à cette réforme, il dit mais pourquoi est-ce qu'on euphémise? Ben voilà, Emmanuel Macron a choisi de ne pas utiliser ces mots et de même nier que ça soit cette réalité. Ce qui est quand même un élément de flou contesté de tous les côtés d'ailleurs de ce projet, par ceux qui le soutiennent comme par ceux qui le contestent. Ensuite, il y a aussi les critères qui sont flous, critères qui sont pour certains invérifiables et intenables. Je vous les signale et vous allez avoir le détail. Il y a d'abord le fameux critère du pronostic vital engagé à moyen terme. Et ce moyen terme est flou à la fois dans sa définition en termes du nombre de jours, de semaines ou de mois. D'ailleurs, on a entendu des choses très très variées. La ministre a dit récemment que ça a pu aller jusqu'à 1 an. Voilà. C'est flou aussi parce que aucun médecin n'est en mesure de prédire, et heureusement d'ailleurs, avec précision, si je vais mourir à moyen terme. Le court terme, on peut y parvenir avec des signes avant-coureurs, mais le moyen terme, c'est absolument absurde. Et donc, ça redonne un pouvoir très fort aux médecins de décider ce quoi, a posteriori, on ne vérifiera pas. Et deuxièmement, parce que la personne sera morte, évidemment, on ne pourra pas ça dire a posteriori et vérifier qu'elle serait morte à moyen terme. Et ensuite, parmi les critères, il y a cette souffrance psychologique insupportable. Alors, souffrance psychologique insupportable, nous qui faisons beaucoup d'écoute à Alliance Vita, nous savons quand quelqu'un nous dit qu'elle a une souffrance psychologique ou insupportable, nous n'avons le droit que d'écouter et de reformuler avec beaucoup de respect ce qu'elle nous dit. D'où l'énorme risque d'aboutir à des catastrophes parce que des personnes vont se retrouver pris au piège de leur désespérance sans qu'on puisse s'y opposer. Par ailleurs, point suivant, la procédure, on y viendra, est dangereuse. Elle est complexe et difficilement applicable par ailleurs. Les délais, 15 jours, 2 jours, vous verrez. Le processus qui paraît collégial, mais qui finalement ne repose que sur l'avis d'un seul médecin, et donc une forme de toute puissance. Ce n'est que
très moyennement collégial, contrairement à ce qu'on dit. Et il semble que à partir du moment où on légaliserait dans la forme d'aujourd'hui, on serait obligé de faire sauter beaucoup d'autres verrous. Le statut ambigu des soins palliatifs est l'avant-dernier point. Et là, on se rend bien compte, et la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs le dénonce, qu'ils sont utilisés. Ils sont mis dans cette loi. Il y a tout un titre sur les soins palliatifs qu'on va développer. On va le développer sur 10 ans. Et malheureusement, pour des raisons budgétaires assez modestement, tout en légalisant l'euthanasie et le suicide assisté à court terme. Et voilà que les soins palliatifs deviennent comme l'excipient d'un principe actif aide à mourir, alors que les soins palliatifs, l'euthanasie et le suicide assisté sont incompatibles. Et par ailleurs, on est en train de les renommer soins d'accompagnement pour élargir, mais aussi dissoudre leur identité, peut-être même leur mode de financement. Ils sont au risque aussi d'être dénaturés, puisque les promoteurs de l'euthanasie et du suicide assisté veulent que ce soit un soin qui s'inscrive comme l'ultime soin palliatif. Je reprends les formules d'experts ou de personnalités françaises du monde de la santé favorables à l'euthanasie. Voilà, donc grand danger de ces soins palliatifs qui risquent de s'effacer et d'être abîmés par le processus expéditif qu'on nous propose. Et enfin, dernier point, pouvons-nous croire que le débat va être clos par une loi avec des conditions strictes et garanties? Mais évidemment pas. Il suffit de regarder les exemples étrangers. On a fait un colloque récemment où des grands spécialistes de tous les pays où on a légalisé l'euthanasie et le suicide assisté sont venus nous alerter en disant mais on commence par faire sauter le verrou, on entrouvre la porte et la porte est ouverte, car il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Et donc, nous allons assister, si on légalise l'euthanasie dans les années qui viennent avec ce projet de loi, à un débat chronique sur ces sujets, chronique, parce que à chaque fois, il y aura des catégories de personnes qui vont réclamer encore davantage. Voilà pour la présentation liminaire. Et Camille, je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup, Tugdual. Merci beaucoup, Tugdual Derville, pour cette très bonne mise en contexte. Je pense que voilà, on voit un petit peu mieux ce qui a mené à ce projet de loi aujourd'hui, et puis évidemment les points d'attention qu'il nous faut dès à présent avoir. Alors pour rentrer vraiment dans le vif de ce projet de loi, nous avons donc la chance d'avoir un juriste expert parmi nous, Guillaume Drago. Je vais vous laisser la parole pour une petite quinzaine de minutes pour nous détailler un peu le contenu. Et juste avant, j'ai vu dans le chat plusieurs questions, donc je réponds à tout le monde. Le webinaire est enregistré, il y aura bien une vidéo disponible en replay dès demain, voilà, que nous mettrons sur notre chaîne YouTube Alliance Vita et sur notre site internet, et que vous pourrez évidemment largement partager pour aider les personnes de votre entourage qui n'auraient pas pu se joindre à nous à s'approprier ce débat et à se former. Enfin, deuxième point, oui, sur les questions, je vous invite à les poser soit dans le chat général, soit il y a un autre chat, je pense, Q&A only. Voilà, vous pouvez les poser à l'écrit et nous y répondrons dans la deuxième partie de notre webinaire. Guillaume, je vous laisse la parole. Merci Camille. Merci d'abord à Alliance Vita de me permettre de vous présenter ce projet de loi. Je vais essayer de le faire de façon assez synthétique, aussi claire que possible. De toute façon, Alix reviendra avec son regard de médecin sur un certain nombre de ces dispositions. Ça permettra de les reprendre, de les expliquer, de revenir. Et puis, comme on vient de vous le dire, on aura une phase de questions-réponses si nous n'avons pas été suffisamment clairs. Alors, comme Tugdual Derville l'a dit, ce projet de loi a été présenté hier en Conseil des ministres. Petit rappel peut-être de procédure. Qu'est-ce que c'est qu'un projet de loi? Un projet de loi, c'est un projet d'une loi future présentée par un gouvernement, donc par le gouvernement de M. Attal, sous l'autorité du président de la République, et qui est destiné à être voté par le Parlement, les deux chambres du Parlement français, l'Assemblée nationale et le Sénat, et ces deux chambres doivent se mettre d'accord, et si elles ne se mettent pas d'accord, l'Assemblée nationale a, comme on dit, le dernier mot, mais ensuite, ce texte de loi, une fois voté définitivement, est promulgué par le président de la République
publié au journal officiel, et ça devient un texte obligatoire pour tous les Français. Voilà, donc ça, un texte de loi, je ne dis pas qu'on en vote tous les jours, mais c'est le travail du Parlement, principalement à partir de projets qui sont présentés par le gouvernement. Il peut y avoir aussi des propositions de loi. On a parlé de la proposition de loi du député Falorni sur les questions de fin de vie. À ce moment-là, c'est le parlementaire qui propose un texte et qui est voté ou en général assez peu accepté ou largement amendé par le Parlement. Donc il faut bien qu'on comprenne qu'un texte de loi, s'il est voté par le Parlement, formellement, en réalité, c'est un projet gouvernemental, c'est un projet politique qui est présenté par tel ou tel gouvernement et qui est destiné à devenir un texte obligatoire pour les personnes qui sont sur le territoire de la République française. Alors ce projet de loi, il n'est pas tombé du ciel, c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs, c'est le fruit d'un processus, d'une volonté politique dans laquelle le gouvernement donne à un ensemble de ministres, ici le ministre Travail, Santé, Madame Vautrin, et puis le ministre chargé de la Santé, Monsieur Valtou, dans le gouvernement Attal, des instructions pour que l'administration prépare un projet de loi. Ce projet de loi, il est ensuite arbitré par le gouvernement, par le Premier ministre, évidemment tout ceci toujours sous l'autorité du président de la République, et puis ce projet de loi est ensuite, comme on dit, délibéré en Conseil des ministres, c'est-à-dire que le Conseil des ministres, l'ensemble des ministres sous l'autorité du président de la République adoptent ce projet de loi, c'est-à-dire qu'ils l'avalisent, ils en prennent en quelque sorte la responsabilité politique, c'est ça l'adoption au Conseil des ministres, et ceci se fait après un avis du Conseil d'État, qui est le conseil du gouvernement, et qui va examiner le projet de loi sur le plan particulier de sa constitutionnalité, mais sur le plan de son opportunité, va corriger peut-être des défauts formels. Et les administrations qui ont préparé ce projet de loi vont aussi rédiger aujourd'hui ce qu'on appelle une étude d'impact, c'est-à-dire un texte, un document en général assez volumineux, dans lequel l'administration va dire, ben voilà, si cet article de loi est voté de telle façon, voilà l'impact que ça va produire sur le droit, sur des situations pratiques, voilà l'impact que ça peut avoir d'un point de vue financier, etc., etc. Ce texte de loi, ce projet de loi, il est ensuite déposé sur le bureau de l'une des deux assemblées, Assemblée nationale ou Sénat. Ici, c'est l'Assemblée nationale qui a été choisie. Et vous pouvez, si vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, sur le site internet de l'Assemblée nationale, eh bien, vous allez facilement trouver le texte de ce projet de loi et l'étude d'impact qui l'accompagne. Vous voyez que c'est un document de 206 pages, ça fait peut-être un peu peur, mais le projet de loi, on va le voir, est un projet de loi relativement court, 21 articles, et l'étude d'impact, eh bien, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire envisage les effets des articles qui sont présentés dans ce projet de loi. L'étude d'impact aussi opère des comparaisons internationales. Qu'est-ce qui se fait en matière de fin de vie dans d'autres pays, la Belgique, la Suisse, le Canada, les États-Unis, etc., etc. Donc, voilà ce que c'est qu'un projet de loi. C'est un projet. Ça veut dire que ensuite, une fois déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, il va être discuté. Il va être discuté par le Parlement, à commencer par l'Assemblée nationale. Et comme on l'a dit, la commission, les parlementaires se réunissent dans une commission et vont examiner ce projet de loi, vont éventuellement le modifier, et ensuite il sera discuté en ce qu'on appelle en séance publique. Alors entrons dans le contenu de ce projet de loi. J'ai dit 21 articles, ce n'est pas considérable, c'est déjà beaucoup plus qu'une version antérieure qu'on avait eue il y a quelques jours. Je pense que c'est à la suite de l'avis du Conseil d'État. Ce projet de loi comporte 2 titres. Comme l'a annoncé Madame Vautrin lorsqu'elle a présenté ce projet de loi, premier titre, renforcer les soins d'accompagnement et les droits de malades, et second titre, qui porte spécifiquement sur l'aide à mourir. Alors, premier titre,
eh bien, c'est le premier versant de ce texte, c'est renforcer les soins palliatifs. Ça a été annoncé comme une annonce tout à fait majeure, un programme sur 10 ans, financé à 1 milliard d'euros. Et en fait, le projet de loi ne propose aucune mesure financière en réalité. Les mesures financières, c'est de la loi de finances, c'est un autre texte. Ici, qu'est-ce que nous propose ce projet de loi dans ce premier titre sur le renforcement des soins d'accompagnement et des droits des malades? Eh bien, en réalité, c'est essentiellement 3 choses. D'abord, on n'utilise plus l'expression soins palliatifs, on utilise soins d'accompagnement. Soins d'accompagnement, et on nous dit, non pas tout à fait ce que ça veut dire, mais on dit les soins d'accompagnement mettent en œuvre le droit fondamental à la protection de la santé qui est expliqué à une autre partie du Code de la santé publique. Et puis, ils ont pour objet, à l'initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l'équipe de soins, d'offrir une prise en charge globale de la personne malade afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie et son bien-être. Qui peut être contre, n'est-ce pas? Bon, on remplace l'expression soins palliatifs par soins d'accompagnement, c'est-à-dire une volonté plus globale de prendre en charge le malade. Et puis, on nous ajoute le fait que, dans le respect de la volonté de la personne, ils anticipent, évaluent et procurent, dès le début de la maladie, une réponse aux besoins physiques, des soins palliatifs, un soutien à l'entourage. Ils sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire, etc. Voilà. Donc, on nous explique, voilà, les soins d'accompagnement, c'est une vision plus globale, plus sur le long terme de ce qu'était peut-être la définition des soins palliatifs. Et pour faire ceci, on met en place, on crée des maisons d'accompagnement qui ont pour objet d'accueillir et d'accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches. Donc, on crée un lieu spécifique pour ces soins d'accompagnement. Donc, on modifie la définition, on élargit cette définition et on crée des lieux spécifiques pour ces soins d'accompagnement. Et puis, troisième élément, rajouté dans ce titre premier, on prévoit des plans personnalisés d'accompagnement qui doivent être prévus par le médecin ou le professionnel de santé de l'équipe de soins qui suit le patient. Plan élaboré à partir des besoins, des préférences du patient, anticipation, coordination, prise en charge sanitaire, psychologique, sociale, médico-sociale, prise en charge également de la douleur. Voilà. Et puis, on rappelle aussi, toujours dans ce premier titre du projet de loi, l'existence des directives anticipées qui accompagnent le plan personnalisé d'accompagnement. Vous savez, ces directives anticipées sont des directives que vous pouvez rédiger, et je pense qu'il faut le faire, et qui expliquent, par exemple, que vous ne voulez pas tel type de soins, que vous voulez qu'on respecte votre corps après votre décès, que vous ne voulez pas de crémation, au contraire, que vous souhaitez une crémation, mais aussi qui comporte les questions préalables au décès de la personne. Bref, venons-en au deuxième versant de ce projet de loi, c'est-à-dire l'aide à mourir. Évidemment, on reparlera de la terminologie employée. D'ailleurs, vous avez déjà compris que en modifiant la terminologie, en remplaçant soins palliatifs par soins d'accompagnement, on accompagne jusqu'à la fin de la vie, n'est-ce pas? Y compris, donc, l'aide potentielle à mourir. Et ici, on parle d'aide à mourir, on ne parle absolument pas dans le texte ni d'euthanasie, ni de suicide assisté, mais on nous dit l'aide à mourir, c'est l'article 5, on nous donne une définition, consiste à autoriser et à accompagner la mise à disposition à une personne qui en a exprimé la demande d'une substance létale dans les conditions prévues dont je vais parler et afin qu'elle se l'administre, ça veut dire c'est le suicide assisté, ou lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu'elle désire.
Voilà. Et on dit l'aide à mourir, est un acte autorisé par la loi pour le distinguer évidemment du meurtre ou de l'assassinat au sens du droit pénal. Et puis on nous donne 5 conditions qui doivent être réunies pour accéder à l'aide à mourir. 5 conditions, la personne doit répondre aux 5 conditions suivantes. Je vais les dire rapidement, on va y revenir ensuite. Être âgé d'au moins 18 ans, être de nationalité française ou résider de façon stable en France, être atteint d'une infection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme. 4e point, présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette infection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas ou a choisi d'arrêter de recevoir des traitements. Enfin, 5e point, 5e condition, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Voilà ces 5 conditions. J'avance dans la présentation du projet de loi. On y reviendra ensuite, en particulier avec Alix, qui donnera le regard du médecin sur ce point-là. La procédure est expliquée aux articles 7 et suivants. La personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir en fait une demande expresse à un médecin en activité qui ne doit pas être l'un des parents, ni le conjoint, etc. Le médecin, en réponse, informe la personne de son état, les perspectives de l'évolution de sa maladie, les traitements, les dispositifs d'accompagnement disponibles, propose des soins palliatifs, répond à la personne qu'elle peut évidemment renoncer à sa demande et explique les conditions pratiques. Ces conditions doivent permettre au médecin de recueillir l'avis d'un autre médecin et d'un auxiliaire médical ou d'un aide-soignant qui intervient auprès de la personne ou à défaut d'un autre auxiliaire médical. Et le médecin peut également recueillir l'avis d'autres professionnels, des psychologues, des infirmiers, des aides-soignants, par exemple. Le médecin, ayant recueilli cette demande, se prononce dans un délai maximal de 15 jours, suivant la demande, et notifie cette décision à la personne qui a demandé l'aide à mourir. Et après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à 2 jours, vous noterez quand même le très court délai, la personne confirme auprès du médecin qu'elle demande l'administration d'une substance létale. Alors, à ce moment-là, eh bien, le médecin, si la personne a donné son accord, au bout de 48 heures, va informer la personne du mode d'administration de cette substance létale et va prescrire cette substance létale qui va être préparée par l'une des pharmacies qui peut préparer ce type de substance. Et puis après, eh bien, on fixe la date à laquelle on souhaite procéder à cet acte létal. Et après, on peut décider que telle ou telle personne peut accompagner la personne pendant l'administration de la substance létale. J'avance un peu. L'administration est faite par le médecin ou l'infirmier, bien sûr. Ensuite, il est mis fin à la procédure si finalement la personne, au dernier moment, renonce à l'aide à mourir, bien entendu, si la personne refuse l'administration de cette substance létale jusqu'au dernier point. Enfin, peut-être 3 points importants. Premier point, on peut contester la décision du médecin, mais seule la personne qui a formulé cette demande peut contester sur cette demande d'aide à mourir. Ensuite, les professionnels de santé, au moins pour certains, ont une clause de conscience qu'ils peuvent faire valoir en disant « je ne veux pas faire ce type de procédure, je ne veux pas procéder
à l'administration de cette substance létale, mais dans ces cas-là, ils doivent indiquer une autre personne, un autre médecin, un autre infirmier susceptible d'eux. Enfin, le contrôle de cette procédure est assuré par une commission de contrôle et d'évaluation placée auprès du ministre de la Santé qui vérifie le suivi, l'application de ces dispositions législatives. Enfin, des dispositions diverses sont faites dans le projet sur des questions de coordination de texte et sur l'application de ce texte dans les départements et collectivités d'outre-mer. Voilà, en 21 articles, vous avez l'essentiel de ce dispositif qui évidemment n'est pas définitif puisqu'il va être soumis à la discussion de la commission de l'Assemblée nationale et ensuite soumis au vote de l'Assemblée nationale, puis soumis au Sénat et peut-être, sans doute, dans ce qu'on appelle une navette entre les deux assemblées, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà, vous savez presque tout. Il vous reste à lire le projet de loi, à lire l'avis du Conseil d'État lorsqu'il sera disponible et à lire l'étude d'impact et vous serez parfaitement informé sur tout cela. Merci. Merci beaucoup Guillaume Drago pour cette explication très claire à la fois du processus législatif et puis ce déroulé en fait de tous les articles du projet de loi fin de vie qui institue donc une aide à mourir. Pour rentrer cette fois un petit peu plus dans le concret de ce qui va se passer finalement dans les hôpitaux, dans les chambres des patients, je vais laisser tout de suite la parole à Alix pour sa présentation qui va être elle aussi un petit peu suivant l'ordre des articles, mais avec son regard évidemment de médecin gériatre. Et je présente voilà, les slides d'Alix. Alors bonjour à tous. Donc, je vais en effet reprendre le même plan que Guillaume Drago en suivant ces différents articles. Alors un petit conseil pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas grand-chose au droit, je vous conseille de lire plutôt l'exposé des motifs aussi, qui est plus digeste que le projet de loi, qui est un peu difficile à lire, mais où vous avez quand même les grands points clés. Et voilà, ça vous permettra de préciser un petit peu ce qu'on a dit ce soir. Ça fait 10 pages, mais vous pouvez, voilà, ça se lit plus facilement. Alors le premier point, c'est peut-être le sentiment principal à la lecture de ce texte. Moi, c'est vraiment celui de se faire manipuler. C'est-à-dire qu'on a un texte très compliqué qui ne nomme pas les choses comme elles doivent être, qui nous fait croire qu'il y a de grandes annonces sur les soins palliatifs et en fait, il n'y a pas de changement majeur là-dessus. En revanche, il y a un changement majeur de société avec la levée de l'interdit de tuer et la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Et donc, on a un peu l'impression que tous les discours qui nous sont faits sur les soins palliatifs sont un bel excipient pour faire avaler la pilule de l'euthanasie et du suicide assisté. Donc voilà, vraiment ce sentiment de quelque chose qui ne dit pas son nom. Et puis, le deuxième sentiment, c'est vraiment un texte qui est compliqué, qui est très alambiqué, et qui, enfin moi, en tant que médecin, quand je le lis, je me dis mais j'ai du mal à comprendre. Et je pense qu'en pratique, du coup, ça va donner lieu à des grandes dérives d'interprétation, parce que voilà, nous, on n'est pas habitués à avoir des subtilités comme ça de langage, et je pense que du coup, voilà, chacun y mettra un petit peu ce qu'il veut entendre, quoi. Donc, Guillaume vous l'a dit, ce texte est articulé en 2 grandes parties. Donc, sur les articles 1 à 4 qu'il vous a présentés, il y a des mesures qui peuvent être intéressantes, mais dont il faut quand même se méfier, je trouve. Donc, ce nom de soins d'accompagnement, on nous le présente comme quelque chose qui va permettre de mieux appuyer sur l'importance d'une prise en charge globale, une prise en charge précoce des symptômes, de la douleur, du bien-être général, aussi des besoins sociaux et pas seulement médicaux, c'est-à-dire voilà, les patients pourront rencontrer plus tôt dans leur parcours une assistante sociale pour faire valoir leurs droits, ou bien une ergothérapeute peut-être pour aménager leur domicile s'il y a des choses à modifier. Donc voilà, on nous met un petit peu ce grand cadre très large pour nous faire croire qu'on va avoir quelque chose de très global. Il faudrait faire attention à ce que dans tout ça, la culture palliative ne soit pas diluée et qu'à force de vouloir élargir
ce cadre, et ben finalement on puisse y glisser l'euthanasie et le suicide assisté sans qu'on s'en rende trop compte. Donc voilà, je sais que le monde des soins palliatifs en tout cas était assez opposé à ce changement de nom parce qu'ils se demandent un peu ce qu'on va leur mettre, ce qu'on va mettre dedans, quoi. Et puis par rapport au nom des unités de soins palliatifs, je pense que c'est aussi important qu'elles gardent leur nom, qui a quand même une symbolique et qui aussi aide le patient à être dans la réalité de ce qu'il est en train de vivre. Et c'est évident quand on annonce à un patient qui va rentrer en soins palliatifs, c'est pas une annonce facile, mais voilà, ça permet aussi de le faire avancer dans son chemin. Et je pense que le nommer soins d'accompagnement, il y a comme quelque chose qu'on veut masquer aux patients. C'est comme quand on dit à quelqu'un, un patient âgé qui va aller en maison de repos alors qu'il va en maison de retraite, je veux dire, quand il arrive, il se rend bien compte que c'est pas une maison de repos. Donc il y a un moment, on a un devoir de vérité envers le patient, et voilà, je trouve que les unités doivent continuer, à mon avis, à s'appeler unités de soins palliatifs. Par rapport aux maisons d'accompagnement, là aussi, sur le papier, qui peut être contre? Enfin, je veux dire, on vous propose une structure qui serait pas trop médicalisée, où vous pourriez venir avec vos proches. Évidemment que c'est tentant, mais que ça ne devienne pas des lieux en fait pour administrer l'argamanu, l'euthanasie ou le suicide assisté. Donc voilà, et puis voir aussi quelle ambition on a en termes de maillage sur le territoire. C'est-à-dire, si on en a une par région, bon, ok, on aura créé des maisons d'accompagnement, mais au final, qui seront assez peu accessibles. Donc voilà, je suis assez, j'attends de voir un petit peu ce que vont être vraiment ces mesures-là. Le plan personnalisé d'accompagnement, ça c'est quelque chose dont on parle quand même de plus en plus déjà dans nos prises en charge, c'est-à-dire que après l'annonce d'une maladie chronique, on se doit d'avoir un temps d'échange avec le patient justement pour parler de l'avenir et balayer tous les sujets, donc pas seulement le traitement médical, mais aussi, comme je vous l'ai dit, les besoins sociaux, les besoins peut-être de changement, d'aménagement du domicile. Enfin voilà, on est quand même de plus en plus quand même éduqués à avoir une prise en charge plus large que simplement thérapeutique. Il faudra être prudent que la présentation de ce plan personnalisé ne soit pas l'occasion, dès l'annonce de la maladie, de dire « Ah, mais voilà, vous pouvez rédiger vos directives anticipées et d'ailleurs, sachez que vous pouvez aussi, vous êtes dans la catégorie des patients éligibles pour l'aide à mourir. » Parce que voilà, vous êtes déjà sous le choc de cette annonce. Et là aussi, ça va beaucoup dépendre du médecin parce qu'on va pas avoir des guides aussi précis sur ce qu'on doit dire ou pas. Donc voilà, là aussi, c'est à manier avec précaution. Et enfin, le dernier article, c'est une meilleure accessibilité des directives anticipées. Bon, ça, elles sont déjà, en fait, on peut déjà les mettre sur son espace numérique de santé, mais bon, ce sera peut-être encore plus lisible. Je veux bien la diapo d'après. Alors voilà, en fait, la vraie question nous, sur les soins palliatifs, celle qu'on attend en pratique, c'est de savoir quand est-ce que tous les patients auront enfin le droit d'avoir accès à une prise en charge palliative, comme c'est écrit dans la loi depuis 1999. La Cour des comptes, dans son rapport de juillet 2023, estimait qu'environ presque un patient sur deux en France qui aurait eu besoin de soins palliatifs n'y avait pas accès. Donc là, notre ministre de la Santé, Madame Vautrin, nous a présenté comme un effort décisif, son plan de 1,1 milliard d'euros sur 10 ans. Si on calcule, ça fait à peu près 5,5% de croissance par an. Le problème, c'est que, je veux bien la diapo suivante, si on regarde déjà les budgets. Alors, je suis désolée parce que du coup, c'est écrit en tout petit, là, peut-être, mais il va falloir me faire confiance. En tout cas, si on regarde les budgets sur globalement les 5-10 dernières années, le taux de croissance annuel est déjà de 6%. Donc, certes, l'État continue à investir sur les soins palliatifs, mais on ne peut pas nous présenter comme un effort décisif ce nouveau plan qui, en fait, ne fait que suivre la tendance actuelle. Et donc, voilà, c'est un très bel exercice de communication, mais malheureusement, il n'y a pas de réel effort supplémentaire sur les soins palliatifs qui est mis pour les années à venir. On en vient au titre 2, donc qui s'appelle Aide à mourir, mais que j'appellerai euthanasie et suicide assisté, puisque c'est le vrai nom de ce que ça définit. Alors, c'est intéressant, l'article 5 donc, donne une définition que Guillaume vous a déjà lu, donc mise à disposition à une personne qui en a exprimé la demande d'une substance létale, etc. Dans le premier projet de loi qu'on avait reçu, je trouve que le terme était quand même plus clair. On nous parlait administration d'une substance létale effectuée par la personne elle-même ou lorsque celle-ci n'est pas en mesure physiquement d'y procéder par un médecin, etc. Et voilà, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on complique encore les choses ? Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on veut noyer le poisson, quoi. Enfin, c'est très compliqué comme manière d'exprimer les choses, voilà, il n'en reste pas moins que les personnes se verront
prescrire une substance létale qu'elles prendront elles-mêmes ou que quelqu'un leur donnera et qu'elles seront mortes quelques minutes plus tard. Donc, c'est une euthanasie si c'est un professionnel de santé qui lui administre, ou un suicide assisté si c'est la personne qui le prend. On peut passer à la question d'après, à la slide d'après. Voilà. Et alors, juste que pour ceux qui l'ont pas lu, je vous conseille de la lire, mais voilà, cette interview du président de la République dans Libération et dans La Croix, et qui nie, il y a une distorsion du réel qui est vraiment hallucinante. On lui demande sous quelle forme aura lieu l'acte actif à mourir, euthanasie ou suicide assisté. Il ose dire que les mots ont de l'importance et qu'il faut essayer de bien nommer le réel sans créer d'ambiguïté. Les journalistes insistent un petit peu quand même en lui demandant, donc il n'y aura ni euthanasie ni suicide assisté. Et non, nous avons choisi aide à mourir parce que c'est simple et humain. Le terme d'euthanasie désigne le fait de mettre fin au jour de quelqu'un avec ou sans son consentement, ce qui n'est pas le cas ici. Ce n'est pas non plus un suicide assisté. Voilà, donc là, il y a vraiment un mensonge par rapport à la réalité du projet de loi et de ce qu'il annonce. On peut passer à la scène après. Donc, les conditions d'accès, je ne détaillerai pas les deux premières. Donc, la capacité de manifester son consentement de façon libre et éclairée, c'est évidemment extrêmement difficile à définir et surtout dans un délai de 15 jours. C'est-à-dire que on a un certain nombre de maladies chroniques qui affectent de manière plus ou moins directe les facultés intellectuelles, et on sait que parfois, pour savoir un petit peu où en est le patient, on a besoin de bilans qui sont des bilans neuropsychologiques qui peuvent durer une demi-journée, qui sont assez longs, et donc on n'aura pas dans les 15 jours. Donc très très clairement, c'est quand même une question qui va être tranchée de manière assez grossière, je pense, si on n'a que 15 jours. Et puis, la deuxième chose qui m'a marquée, c'est dans l'exposé des motifs. Moi, quand je lis ça, j'ai presque l'impression qu'ils veulent mettre bretelles, ceinture et encore une autre paire de bretelles pour se couvrir en disant si, c'est très strict, mais en vrai, la condition liée à la capacité de manifester sa volonté de façon libre et éclairée implique que la personne qui demande une aide à mourir prenne sa décision sans pression intérieure ni extérieure, en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant conscience de la portée et des conséquences de son choix. Enfin, c'est la phrase en met plusieurs couches, mais en vrai, qui peut dire non, moi je n'ai aucune pression extérieure, aucune pression intérieure, on est tous aussi sensibles à notre contexte, au regard qu'on porte sur nous. Donc voilà, je pense que c'est impossible d'être toujours dans un consentement tout à fait libre et éclairé. Le deuxième critère qui me pose beaucoup de problèmes, moi, c'est celui de la souffrance physique ou psychologique, réfractaire ou insupportable liée à l'affection. Et il est même précisé en fait que cette souffrance, elle peut être liée au fait que la personne ne reçoit pas ou a choisi d'arrêter de recevoir certains traitements. Et alors ça pose question parce que ça voudrait dire que on doit proposer les soins palliatifs, mais si la personne le refuse et que du coup elle est toujours sujette à des souffrances physiques ou psychologiques qu'elle estime insupportables, elle devient éligible à l'euthanasie ou au suicide assisté. Donc voilà, c'est quand même entre guillemets, nous, qui sera-t-on pour juger de la souffrance d'une personne? C'est par définition subjectif et ça doit le rester, mais du coup le prendre comme un critère d'accès, c'est extrêmement tendancieux. De toute façon, aucun critère ne pourra jamais rendre compte de la complexité des sujets qu'on rencontre. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est surtout que les critères vont s'élargir. Alors là aussi, vous voyez peut-être pas très bien, mais c'est des articles que j'ai trouvés là. J'ai vraiment fait une recherche en 5 minutes sur Internet et j'ai déjà trouvé plusieurs articles qui disaient fin de vie, ces histoires où la nouvelle loi ne serait d'aucune aide à mourir. Ou alors, mineurs exclus de l'aide à mourir, nous ne sommes pas gouvernés par des gens courageux. Je vous rappelle que pendant la Convention citoyenne, plus de la moitié des citoyens avaient voté pour une ouverture de l'aide à mourir aux mineurs aussi. Dans Le Monde, Jonathan Denis, président de l'ADMD, qui demande dès le jour même de la présentation du projet de loi au Conseil des ministres que le critère de pronostic vital engagé soit retiré. On peut passer à la diapo d'après. Alors, les modalités de déroulement de l'acte, les points moi, qui me font un peu tiquer, c'est que le patient fait la demande auprès d'un médecin en activité. Il n'est pas précisé si ce médecin doit connaître ou pas le patient. Et ensuite, ce médecin en activité demande un second avis à un médecin qui, lui, ne connaît pas le patient. L'un des deux médecins doit quand même être spécialiste de la pathologie et il demande aussi un avis à un paramédical qui connaît le patient si possible ou bien à un autre paramédical qui ne connaît pas le patient pour donner une réponse dans les 15 jours.
Ça veut dire qu'en soi, il n'y a pas l'obligation que dans toutes ces personnes, quelqu'un connaisse vraiment le patient. Le médecin en activité, ça peut être un médecin que vous ne connaissez pas, quoi. Donc moi, j'imagine un peu des filières en fait qui se feraient avec des médecins pro-euthanasie et qui seraient d'accord pour recevoir ces patients-là et donner des avis favorables. Le délai de 15 jours paraît quand même difficilement tenable parce qu'on a déjà du mal à avoir des avis pour des RCP de chimiothérapie. Donc bon, je pense pas que ce sera, j'espère en tout cas que ce sera pas notre priorité de traiter ces demandes-là, parce que c'est quand même pas notre mission première. Après avis favorable, un délai de réflexion donc de 2 jours, et on dit que ça peut aller jusqu'à 3 mois pour que le patient reçoive la substance létale. Là aussi, ça m'interroge parce que si on dit qu'on est dans des délais, des pronostics vitaux engagés de court à moyen terme, c'est souvent des situations où ça peut quand même se dégrader très vite. Et du coup, est-ce que la personne sera encore consentante si elle choisit une date et que finalement la date venue, elle n'est plus vraiment en possession de ses moyens, il n'est pas précisé clairement ce que doit faire le professionnel de santé chargé du geste. Donc voilà, il n'y a pas de nouvelle vérification. On doit vérifier la volonté, si la personne est toujours d'accord, mais pas si elle est toujours capable de consentir. Je trouve que voilà, une fois qu'on est lancé dans le processus, notre état de santé peut se dégrader et en fait, refaire marche arrière alors que l'état de santé se dégrade et qu'on n'est plus en pleine possession de ses moyens, je pense que c'est extrêmement difficile. Donc la substance létale est préparée à l'hôpital et ensuite elle est livrée en pharmacie de ville si ça se passe en ville ou à la maison. À la pharmacie de l'hôpital. Et donc, le jour J, c'est soit à domicile, soit hors du domicile. Mais il n'est pas précisé si le patient peut exiger une hospitalisation pour ça. On a déjà du mal à organiser des hospitalisations programmées pour des patients qui nécessitent des chirurgies programmées ou des choses comme ça parce qu'on a en tension de lit d'une manière absolument dingue. Donc, j'imagine mal qu'on devra réserver des places pour des patients qui vont demander l'euthanasie du suicide assisté. Mais en tout cas, normalement, le patient est censé pouvoir choisir où ça a lieu. Il doit y avoir un professionnel de santé, médecin ou infirmier, à proximité suffisante. Moi, ce qui me dérange aussi, c'est que dans toutes ces choses-là, en fait, il y a une dilution, je trouve, de la responsabilité. C'est-à-dire que le patient qui donne l'avis favorable et qui prescrit la substance létale n'est pas forcément le même que celui qui va administrer la substance. Et en fait, disons qu'il y a quelque chose d'un peu où chacun se dédouane. Oui, mais moi, j'ai juste prescrit. Après, c'est le patient qui le prend ou pas. Ah oui, mais moi, c'est pas moi qui l'ai prescrit. Maintenant, il le prend ou pas. Et en fait, on n'est jamais clairement en pleine possession de l'acte de A à Z, où en fait, on peut un peu cacher notre responsabilité. Et je trouve que moi, je trouve pas ça normal que ce soit pas le médecin qui prescrit, qui soit présent le jour J, quoi. On peut passer à la diapo d'après. Oui, du coup, j'ai pas précisé que ça pouvait aussi être administré par un proche. On imagine toutes les conséquences que ça peut avoir après sur la structure familiale. Donc, la personne peut choisir la date. Alors, il n'est pas précisé si ce sera jour ouvré, jour non ouvré, si on devra se rendre disponible pour n'importe quel moment. Le choix des personnes accompagnantes et le choix du lieu, il est quand même précisé qu'il ne faut pas non plus des lieux trop compliqués parce qu'on imagine aussi des mises en scène de certains suicides assistés qui pourraient être dérangeantes. Et ensuite sur la clause de conscience rapidement parce que je pense qu'il ne faut pas que je tarde trop. Donc c'est précisé qu'il y aura une clause de conscience individuelle pour les professionnels de santé sans plus de détails sauf les pharmaciens et qu'il n'y aura pas de clause de conscience pour les établissements, c'est-à-dire que toutes les maisons de retraite privées ou publiques seront dans l'obligation si un de leurs résidents demande une euthanasie ou un suicide assisté d'accepter que des prestataires extérieurs viennent le faire. Et enfin, malgré la clause, je ne sais pas pourquoi ils mettent ça dans le chapitre de la clause de conscience, en tout cas, ils précisent bien que les volontaires peuvent se déclarer à la commission de contrôle et d'évaluation. Voilà, ça m'interroge quand même sur le fait qu'il y aurait peut-être des réseaux qui pourraient se créer. Voilà, sur la commission d'évaluation qui se fera a posteriori, donc difficile de revenir en arrière une fois que le patient est décédé. Si doute, signalement au procureur. On sait bien que si les chiffres augmentent comme ils ont augmenté dans les autres pays, en France, ça pourrait d'ici une dizaine d'années être autour de 30 000 euthanasies par an, ça fait 80 par jour, et que c'est extrêmement compliqué d'analyser tous ces dossiers. Voilà,
C'était Theo Bauer aux Pays-Bas qui disait que c'était une des grosses limites, là, qu'il se rendait bien compte que le contrôle ne pouvait plus être aussi strict puisque le nombre d'euthanasies augmentait de manière trop importante. Je pense que je vais m'arrêter là pour qu'on puisse passer après aux échanges. Merci beaucoup, Alix Duroux, pour votre présentation très claire et puis surtout d'avoir pu, avec votre regard de médecin gériatre, nous pointer un petit peu tous les points d'attention qui vous ont fait tiquer à la lecture de ce texte qui pose évidemment beaucoup de questions. Nous avons, je pense, maintenant tous une vision beaucoup plus claire de ce qui se prépare et de ce que contient ce projet de loi. Nous avons évoqué évidemment le vocabulaire et la terminologie, qui est quand même un des points vraiment perturbants aussi. On parle d'aide à mourir, de soins d'accompagnement. Mais on peut se demander aussi, maintenant, chacun en tant que citoyen, je peux me former, je connais un petit peu mieux ce qui se trame, mais voilà, peut-être certains d'entre vous sont effarés, peut-être certains d'entre vous se demandent un peu ce qu'il est possible de faire, et donc je vais demander à chacun de nos 3 invités, assez brièvement, de nous donner quelques mots un petit peu sur la posture peut-être qu'il nous suggère d'avoir ou ce qu'il est possible de faire. Et effectivement, je vais commencer par vous, Guillaume Drago. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en fait maintenant qu'on a dit ça? Alors, c'est la vraie question, bien entendu, c'est la question essentielle. La question, à mon avis, tourne autour des actions des professionnels de santé et puis des actions des citoyens. Les actions des professionnels de santé, on voit bien que toute la question de la clause de conscience est essentielle et que le périmètre des professionnels de santé concernés se limite finalement à ceux qui vont procéder à l'acte, à ceux qui ont suivi le malade, et que, comme le dit le chat, évidemment, les pharmaciens, par exemple, sont exclus. Or, les pharmaciens, parce qu'ils préparent le produit létal, participent directement à l'acte, même s'ils ne poussent pas la seringue, comme l'on dit de façon courante. Et donc, il y a, à mon avis, une nécessité d'élargir la clause de conscience. Ça, c'est le premier point. On pourra peut-être y revenir, mais on est obligé de rester à un stade un peu général. Pour ce qui concerne les citoyens, pour ce qui concerne tous ceux qui nous écoutent, eh bien, il faut, prendre connaissance de ce projet de loi, en avoir une idée exacte, comme nous essayons de le faire ce soir. Mais il faut le lire, il faut le faire circuler, il faut faire prendre conscience à ses proches, y compris à nos proches âgés, de ce projet de loi. Et puis, il faut en parler aux parlementaires. Dans toutes vos circonscriptions, je vois qu'il y a des participants de toute la France. Il faut aller voir, il faut écrire à vos députés, il faut écrire à vos sénateurs pour leur dire les réactions que provoque pour votre propre conscience ce projet de loi et ce qui vous choque dans ce projet de loi sur le délai, le très court délai, sur le fait que le périmètre des professionnels de santé qui peuvent faire valoir une clause de conscience est finalement très limité, sur le fait que la personne qui administre le produit létal peut ne pas être la personne qui suit le patient. Tout ceci est extraordinairement choquant, y compris sur les définitions qui sont données dans ce projet de loi, qui sont évidemment, qui ne reconnaissent pas la vérité des choses. Il faut dire que ce projet de loi, à mon sens, ne reconnaît pas la vérité des choses, ne nomme pas les choses telles qu'elles doivent être nommées. C'est un projet de loi sur l'euthanasie et le suicide assisté. C'est déjà considérable, c'est une rupture anthropologique majeure dans notre société. Voilà ce que vous pouvez dire, écrire, rencontrer vos parlementaires pour leur dire tout ceci. Et je crois que parmi les réactions que je lis sur le chat, eh bien, c'est ce que ressentent, me semble-t-il, la plupart de nos participants. Voilà, à ce stade. Merci beaucoup, Guillaume. Alix, je vous invite à nous donner aussi quelques mots brièvement. Voilà, en tant que médecin, en tant que proche des personnes âgées et malades, qu'est-ce qu'on peut faire chacun à notre échelle? Alors évidemment, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. En tout cas, je pense qu'il y a aussi vraiment l'importance de
mobiliser nos législateurs et j'ajouterais voilà l'importance d'accompagner toutes les personnes fragiles que l'on connaît, puisque tous les débats qui vont avoir lieu vont probablement être extrêmement violents pour eux. On entend parfois des choses vraiment difficiles sur les personnes porteuses de handicap ou de certaines maladies chroniques, la maladie de Charcot comme évoquait tout à l'heure Tugdual. Donc voilà, savoir être présent pour eux, leur dire que nous avons besoin d'eux, qu'on tient à eux, leur rendre visite, leur témoigner des marques d'affection. Et je pense que c'est voilà, une part aussi importante dans ce débat. Merci beaucoup. Donc, chacun de nous avons certainement des proches âgés ou malades et nous pouvons leur témoigner de la solidarité. Tugdual d'Herville, je vous laisse apporter votre pierre à cet édifice et nous motiver peut-être. Oui, bon, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. J'ai entendu dire que encore aujourd'hui que les médecins psychiatres avaient découvert une montée des demandes de suicide assisté chez des patients hospitalisés en psychiatrie et qui n'ont pas du tout les critères de la loi. Vous voyez, il y a une sorte de contamination. Alors je dirais d'abord, pas d'anesthésie, qu'on ne se laisse pas embobiner par l'idée que tout est écrit. Le futur n'est pas écrit et c'est maintenant en plus que ça se joue. Et ça va se jouer sur sans doute plus d'une année. Et donc, nous devons tenir dans la durée. Et dans cette durée-là, être créatif et être éveillé. Hein, donc, ne pas baisser les bras et se dire aussi que nous avons, Guillaume l'a dit, toute légitimité à agir. Nous sommes tous concernés, de près ou de loin. C'est une question de vie et de mort. On est tous concernés. On a tous une légitimité à participer au débat. Alors bien sûr, je nous conseille de ne pas rester isolés, même si on peut faire des démarches seuls, on ne peut pas tenir dans la durée tout seul. Et donc, nous, à Vita, on se relie à d'autres. Par exemple, on a fait le 28 février un colloque en invitant des médecins du monde entier qui ont vraiment éclairé sur ce qui se passait dans leur pays. Et on a créé une solidarité avec ces personnes qui généreusement, nous mettent en garde la France contre ce qu'elles subissent. Eh bien, dans le même état d'esprit, je pense qu'on peut se relier dans différentes associations. Bien sûr, je plaide un plaidoyer pro domo à Vita, parce que nous allons proposer jour après jour des décryptages de ces lois, des propositions de modes d'action pour participer à ce débat démocratique, parce que ce que nous apportons, on le voit aujourd'hui, c'est d'éclairer les mots, d'éclairer les concepts, comme l'a fait Alix, d'éclairer la pratique médicale, pour vraiment qu'on grandisse en compétences démocratiques et qu'on puisse vraiment participer à ce débat. Et donc, voilà, peut-être Camille, vous nous direz comment on peut faire pour se relier à Vita, mais en restant relié à ce que nous faisons, ou d'autres associations, bien sûr, chacun pourra participer sans rester tout seul dans son coin, avec l'impression d'une forme d'impuissance. Et voilà, après, nous avons un service d'aide aux personnes fragilisées en fin de vie, SOS fin de vie, personnes endeuillées, et cet enracinement dans la vie des personnes que nous aidons, nous aide aussi à anticiper ce qui peut arriver demain. Parce que ce que nous faisons comme travail d'alerte aujourd'hui, quelle que soit la loi votée, la loi telle qu'elle est envisagée, une loi plus grave, peut-être une loi avec des limitations qu'on aura pu faire intervenir pour en limiter les dégâts, quel que soit le résultat, nous serons, tout ce que nous faisons maintenant sera utile pour s'engager demain et protéger les personnes d'application de cette loi qui seront inévitablement extrêmement injustes et fragiliseront les fragiles davantage encore qu'ils ne le sont. Du coup, n'hésitons pas à se projeter dans une longue durée sur ces sujets. Merci beaucoup, Tugdual. Merci beaucoup pour ces mots voilà, d'espérance. Effectivement, il est important de rester relié. Et puis, voilà, ce webinaire, c'est déjà une première occasion, mais comme Tugdual le disait, je vous redonnerai un petit peu à l'issue de notre soirée quelques éléments, quelques pistes assez concrètes et puis des liens, voilà, des lieux où aller pour suivre tout ça. Nous allons maintenant passer à un temps de questions. Voilà, il y en a de très nombreuses qui sont arrivées dans le chat. On va commencer par une première question. Alors, vous pouvez continuer à les poser, bien sûr. Néanmoins, ce sera forcément limité, évidemment. Mais ce sera toujours une occasion voilà, d'apprendre un petit peu plus, de creuser un petit peu plus, ce projet de loi et toutes ses conséquences. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Guillaume Drago, pour une première question. Que prévoit le texte du projet de loi si le médecin consulté use de sa clause de conscience ? Me voilà. Alors, l'article 16 dit ceci. Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en œuvre de ces dispositions doit informer sans délai la personne de son refus et lui communiquer le nom de professionnel de santé susceptible d'y participer.
Alors, j'ai deux remarques à faire. La première, c'est que cette rédaction est assez largement inspirée des dispositions sur la clause de conscience en matière d'interruption volontaire de grossesse. En particulier, la formule sans délai. Mais ici, ça n'a pas de sens. On voit que en matière d'IVG, il y a un délai parce qu'il y a un délai au-delà duquel on ne peut plus procéder à une interruption volontaire de grossesse. Ici, on ne connaît pas le délai, par définition, on ne connaît pas le délai de la mort, et donc il y a une forme de précipitation dans la réponse que doit apporter le professionnel, qui est une façon, en quelque sorte, de le dédouaner de sa responsabilité. Mais non, moi j'avoue que quand je discute avec des médecins de soins palliatifs, il n'y a pas de délai. L'idée, c'est l'accompagnement de la personne jusqu'au bout, être présent en disant nous serons toujours là, nous sommes là. Ici, il y a manifestement une incompréhension, n'est-ce pas, dans le fait de dire le professionnel de santé se dégage tout de suite. La deuxième remarque, c'est qu'il doit communiquer le nom de professionnel de santé susceptible d'y participer. Et on voit bien la question qui se pose, c'est de dire pour un médecin, pour un infirmier, dire mais si j'indique une autre personne susceptible de procéder à une euthanasie, est-ce que je participe indirectement finalement à la commission de cette euthanasie? Eh bien, c'est vrai. Je pense qu'il y a une question de conscience qui se pose au-delà du fait de ne pas vouloir participer à cet acte, qui est de désigner d'autres personnes susceptibles de procéder à cet acte. C'est une vraie question de conscience. La loi obligerait, si elle était votée en ces termes, à indiquer d'autres professionnels de santé, et il serait intéressant de savoir comment, par exemple, des médecins qui ne veulent pas procéder à des IVG procèdent pour éviter de participer indirectement à cet acte. C'est vraiment une question tout à fait difficile à laquelle, évidemment, il faudrait proposer une modification de ce texte et supprimer le fait d'être obligé d'indiquer un autre professionnel. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. J'enchaîne tout de suite avec une autre question, cette fois pour vous, Alix Duroux. Voilà, il y a des participants qui se demandent, en fait, quel est l'objectif que poursuit le gouvernement et le projet de loi en choisissant de renommer les soins palliatifs en soins d'accompagnement. C'est ce que je tentais d'évoquer tout à l'heure. Je pense qu'il y a une volonté un peu de diluer le poisson. Là, j'essaie de retrouver la définition des soins palliatifs. Donc, c'est des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire qui vise à soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Finalement, il y avait quand même cette idée de globalité et de prise en charge la plus précoce possible, elle était déjà présente. Donc, très honnêtement, on parle. Pour moi, c'est aussi une manière de leur faire glisser des mains un petit peu. Le monde des soins palliatifs est très opposé à cette loi. Je trouve que ça les retire un petit peu du sujet, quoi. Mais bon, je pense que c'est assez vicieux. Ouais. Une autre question pour vous, Alix. Certains se demandent, dans ce contexte, si l'aide à mourir, donc l'euthanasie et le suicide assisté venaient à être légalisés, que deviendrait la sédation profonde et continue jusqu'au décès qu'on a évoqué en introduction de ce webinaire avec Tugdual Derville, qui est prévu donc dans la loi? Alors, je pense que ça dépendrait aussi de ce que nous demande le patient. La sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est quelque chose qui en pratique est réalisé de façon assez exceptionnelle. Donc avec des conditions strictes. Il faut que le pronostic vital soit engagé à court terme pour la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc déjà, ce serait peut-être pas exactement le même type de patient qui serait éligible. Et ensuite, dans la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui n'est pas une euthanasie, je le rappelle, on ne maîtrise pas le délai de la mort. C'est-à-dire que notre travail, c'est d'endormir le patient et de faire en sorte de ne pas le réveiller, c'est-à-dire de maintenir une dose de médicaments sédatifs suffisant pour que le patient continue à dormir jour après jour, mais on ne maîtrise pas du tout la date du décès. Alors que voilà, je pense que c'est quand même pas exactement le même type de patient qui demande une sédation profonde et continue jusqu'au décès ou une euthanasie, quoi.
pour moi, ça restera assez distinct. Merci beaucoup. Je me tourne à nouveau vers Guillaume. Quelqu'un nous demande quel recours aura un demandeur d'euthanasie, d'aide à mourir, si le médecin refuse. Voilà, quel est le recours de ce patient? Est-ce qu'il a un droit opposable? Alors, le projet de loi répond à cette question à l'article 14 en disant ceci: la décision du médecin se prononçant sur la demande d'aide à mourir ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande devant la juridiction administrative selon les dispositions de droit commun. Alors, ça ne répond pas exactement à la question. Ce qui est clair, c'est que c'est le médecin, on va dire le médecin pour simplifier, ça peut être aussi l'infirmier, qui finalement va prendre cette décision. Et c'est le médecin en réalité parce que c'est lui qui va rédiger l'ordonnance qui va définir la prescription létale qui sera envoyée au pharmacien. Si le médecin refuse de procéder à une aide à mourir, c'est que à ce moment-là, le patient devra se tourner vers d'autres professionnels de santé, vers d'autres médecins qui accepteront de procéder à cet acte. C'est plutôt dans l'autre sens. Si le médecin, si le patient plus exactement refusait en définitive la décision du médecin, évidemment là il peut y avoir une forme de conflit. Il me semble que la disposition que je vous ai lue de l'article 14 est destinée surtout à éviter un peu un autre cas de figure qui n'est pas sans importance, qui est la contestation par les proches de la famille de la décision du médecin de recourir ou de ne pas recourir à l'aide active à mourir, pour employer les termes du projet de loi. Et ça, c'est une autre question, parce que derrière tout ça, il y a la question de l'affaire Lambert, l'affaire Vincent Lambert, vous vous souvenez, dans lesquelles une partie de la famille souhaitait que les traitements soient arrêtés. Pour une autre partie, c'était le contraire, ils s'y opposaient, les parents en particulier de Vincent Lambert. Et donc là, le projet de loi restreint finalement le dialogue, y compris le dialogue contentieux devant le juge administratif, aux médecins et aux seuls malades. Ça veut dire que la famille est exclue de ce dispositif. C'est ça que ça signifie. Et ça me paraît, au contraire, extraordinairement grave. Dans les prises de décision qui sont prises en matière générale, c'est souvent la collégialité des médecins. Ici, il n'y a qu'un médecin. Ça se fait avec la famille, avec l'ensemble de la famille. Ça doit se faire en bonne intelligence. Ici, c'est une espèce de dialogue entre la personne et un seul médecin. Ça me paraît absolument terrible en termes d'absence de collégialité, d'absence de confiance, d'absence de conseil dans la prise de décision et d'une décision qui est une décision radicale, évidemment. Merci beaucoup, Guillaume. Une autre question, cette fois pour Tugdual Derville. Question un petit peu plus en profondeur. Quelles sont en fait les raisons profondes que vous nous donneriez, les raisons qui nous pousseraient à nous opposer à l'euthanasie et au suicide assisté? On va pas prolonger, mais du coup, je vais essayer d'aller droit au but. En fait, il y a un conflit de société, un débat de société entre deux types de sociétés. Celle qui nous est promue derrière cette revendication, c'est la société d'une autonomie absolue de la personne et d'une liberté qui est tournée sur elle-même simplement, avec plein de guillemets à liberté. Et de l'autre, on a une société de fraternité, contrairement à ce que dit le président de la République, qui est fondée sur la communauté et sur les liens entre les personnes. Donc nous pensons que nous sommes des êtres reliés, que la place des plus fragiles détermine la qualité de notre société, et qu'en leur disant à ces plus fragiles que nous sommes tous un jour ou l'autre, que nous avons parfois été, que nous avons toute place, les plus fragiles ont toute leur place au cœur de la société, on crée une société de fraternité. Donc l'énorme risque de cette prétendue liberté, c'est qu'elle devienne liberticide. Alors je le détaille, mais je vais pas aller dans tous les détails, mais liberticide parce que je me prive des derniers moments de ma vie, je me les vole à moi-même ou je me les laisse voler sans savoir ce qu'ils me réservent. Or, ces instants-là sont souvent beaucoup plus précieux que ce qu'en tant que bien portant ou même proche de la mort on peut imaginer, tellement il se joue de choses importantes. Ensuite, je vais imposer cette liberté à d'autres, et c'est assez étrange de vouloir cette liberté avec la complicité à la fois de mes proches, de ceux qui, en faisant souffrir ceux qui ne seront pas d'accord, mais aussi ceux qui seront d'accord, et bien sûr en impliquant les médecins. Et puis on parle de liberté, mais on sait qu'il y a la pression, ça a été évoqué, interne ou externe. Au Canada, l'essentiel des demandes d'euthanasie sont pour des mobiles dits altruistes,
parce qu'on pèse, parce qu'on coûte, parce qu'on ne veut pas offrir le visage qu'on offre, etc. Donc nous savons bien que cette société de l'euthanasie et du suicide assisté, elle se replie sur l'individu qui s'auto-exclut à partir du moment où il est fragile. Et nous savons que finalement, ça entraîne petit à petit, c'est ce que disait notamment le regretté Filippo Zodi Borgo, l'auto-exclusion des plus fragiles, qui sont pris au mot de leur désespérance. Et ça, bien sûr, nous ne le voulons pas, parce que nous voulons une société humaine, où on est fraternel et où, bien sûr, on prend soin des personnes. Bien sûr, c'est une exigence très forte pour chacun d'entre nous, avec les proches qu'il connaît, une très forte exigence, mais c'est vers ce haut-là d'exigence, cette barre placée sur la fraternité que nous devons avancer. Je ne sais pas si c'est suffisant comme réponse. Merci beaucoup, Tugdual. Ça me paraît très bien comme réponse. Une question maintenant pour vous, Alix Duroux. Certains se posent la question de la différence. Comment est-ce qu'on fera la différence entre le court et le moyen terme? Est-ce que c'est déjà une différence que vous faites à l'heure actuelle en tant que médecin gériatre ou que certains de vos collègues font peut-être? Alors, c'est une très bonne question. La Haute Autorité de Santé nous donne une définition, mais le problème, c'est que je suis pas sûre que tout le monde la regardera, et donc c'est quelque chose qui est largement ouvert à l'interprétation de chacun. Mais la définition de la HAS, c'est donc court terme, lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours, et moyen terme, qui se compte en semaines ou en mois. Autant je pense qu'on est tous assez d'accord pour dire que le court terme, c'est quelques jours à quelques heures, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on arrive à voir parce qu'on a des signes avant-coureurs qui peuvent être assez objectifs. Le moyen terme, c'est beaucoup plus difficile. On aimerait parfois pouvoir être un peu plus fin sur les pronostics parce que ça peut nous aider dans certaines décisions. Mais malheureusement, on sait que c'est quelque chose où on est extrêmement limité. Alors oui, on a des moyennes, on a des études, mais ça ne sont que des moyennes. Et définir pour un patient donné un pronostic vital, c'est extrêmement compliqué, surtout pour une décision aussi importante que lui donner la mort. Merci beaucoup, Alix. Une dernière question, car le temps nous est compté et je vous ai promis une soirée pas trop longue. Donc, une dernière question pour Tugdual Derville. On a vu tout à l'heure un article sur les slides d'Alix Duroux qui présentait donc l'opinion de Jonathan Denis, président de l'ADMD, et qui s'associait dans une tribune à la MGEN, je crois. Donc, il y a vraiment cette question de l'implication des mutuelles dans ce débat et plus largement peut-être toute la question économique qui se pose. C'est vrai que nous avons dénoncé comme une forme d'indécence, de conflit d'intérêts, le fait que de nombreux leaders mutualistes se sont prononcés, y compris aux côtés récemment encore du président de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, avec tous les guillemets, qui promeut l'euthanasie, parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Comment se fait-il, sachant qu'on doit reconnaître que nous sommes dans une période où le budget est extrêmement tendu, et spécifiquement dans le domaine de la santé. J'entendais Jean Leonetti, qui défendait sa loi contre celle-là, dire que, au fond, le patient le moins cher, c'est celui qui n'existe plus. Et donc, on voit bien que la tendance naturelle, elle peut être vers une forme de réaction populiste, de l'élimination de ceux qui sont coûteux. C'est vrai qu'on coûte plus cher en fin de vie. Alors, je voudrais apporter quand même un petit bémol, c'est que moi, je pense que les drames de l'euthanasie et du suicide ont aussi des coûts. En termes psychiques, les deuils difficiles, les ruptures, les tensions, etc. Donc, ce n'est pas anodin pour des médecins, pour des proches, de transgresser cet interdit de tuer qui est fondateur quand même de la confiance entre soignants et soignés et de nos relations. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une pente glissante très rapide dans une société tendue, une société économique, où finalement on va décréter que on pourrait finalement traiter des personnes d'inutiles, voire de trop coûteuses pour rester parmi nous, et c'est un énorme risque. Merci beaucoup, Tugdual. Chers amis, chers participants de ce webinaire, nous allons nous arrêter là pour les réponses en direct aux questions que vous vous posez. J'invite les autres participants à réactiver leur caméra pour que nous puissions vous voir à la fin de cette soirée. Les autres intervenants, pardon. Merci. Je tiens à vous dire que nous avons bien pris note de toutes les autres questions que nous avons reçues. Et nous allons trouver le meilleur moyen d'y répondre dans les prochains jours à la suite de la rediffusion de ce webinaire. Donc, ce sera peut-être sur notre site internet d'Alliance Vita, peut-être aussi que vous pourrez continuer à poser des questions lorsque le replay sera sur YouTube,
voilà, on trouvera une solution, mais malheureusement, le temps nous est compté. Alors, pour tenter de conclure et de nous envoyer peut-être à la suite de ce webinaire de décryptage et de toutes ces réponses que nous avons eues, que vous avez eues aussi, je l'espère, ce soir. Je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit TubeDual, ce qu'ont dit aussi Guillaume Drago et puis Alix Duroux. Comme vous l'avez compris, la prochaine étape, c'est alors l'examen en commission spéciale de ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Donc, voilà une commission dont la liste est publique, d'environ 70 députés. Et puis, à partir du 27 mai, probablement, aux alentours de cette date, l'arrivée en séance publique. Donc voilà, là, c'est vraiment tous les députés de l'Assemblée nationale qui vont commencer à étudier, puis à débattre en fait de ce texte. Et ensuite, voilà, la suite du processus législatif que nous avons évoqué. Donc en fait, les personnes pour l'instant à convaincre, à toucher, les personnes avec lesquelles vous pouvez peut-être échanger, et en fait, ça fait partie de leur rôle, ce sont donc les députés. Vous savez que, voilà, en tant qu'électeur, vous avez chacun un député, et puis voilà, des députés de votre circonscription. Donc n'hésitez pas à leur écrire des courriers, des mails, à les appeler, à prendre rendez-vous avec eux, même si vous le souhaitez. Nous allons mettre sur le site d'Alliance Vita dans les prochains jours quelques éléments qui vous faciliteront peut-être la tâche et qui vous voilà, proposeront des pistes peut-être d'angles à aborder avec eux, et puis voilà, un moyen facile de retrouver leurs adresses mail. Donc ça, c'est une première chose. Sachez que tout au long des débats, certaines associations le feront aussi, et en tout cas, je peux vous dire que Alliance Vita le fera. Nous proposerons toutes les semaines un décryptage, alors pas aussi long que ce soir, mais un décryptage de l'avancée des débats. Voilà, donc plusieurs formats, mais ce sera en tout cas sur notre site internet. Vous pourrez retrouver ça pour mieux comprendre et puis vous en servir aussi de support pour en discuter. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une… Vous devez m'entendre, Alix, vous m'entendez? Du coup, on n'entend plus, Oui. Camille. Cognac G. Cognac G n'est plus là. Camille, on n'a pas entendu ce que vous disiez depuis 1 minute à peu près. Ah, très bien. Où est-ce que je me suis arrêtée pour vous? Restez connectés, quelque chose comme ça. Bon, je reprends. Désolée, est-ce que tout le monde m'entend bien? Là, ça marche. Certains souhaitent se manifester dans le chat pour qu'on sache si vous m'entendez bien. Je suis confuse. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, sur notre site, vous retrouverez dans les prochains jours les moyens d'écrire aux députés. Vous retrouverez chaque semaine des décryptages des débats, de l'avancée des débats à l'Assemblée nationale, pour vous tenir au courant et pour le partager avec vos proches. Et puis, vous pouvez d'ores et déjà retrouver les vidéos de la rencontre internationale sur la fin de vie qu'Alliance Vita a organisée le 28 février dernier à Paris et que TubeDual a évoqué brièvement. C'est vraiment très intéressant parce que ce sont donc des experts de différents pays, Canada, Belgique, Pays-Bas, Suisse, qui ont déjà légalisé l'euthanasie, le suicide assisté, parfois les deux, depuis pas mal d'années, et qui, en toute voilà, objectivité, nous apportent vraiment leur témoignage. Donc tout ça, c'est déjà disponible sur le site internet d'Alliance Vita. TubeDual a évoqué également le service d'écoute SOS Fin de Vie. Voilà, donc c'est pareil, il a un site dédié, il y a un numéro de téléphone et un mail, et c'est vraiment un service d'écoute qui a vocation à, en fait, tout simplement écouter, aider les personnes en détresse. Donc ça peut être aussi bien des personnes malades, âgées, handicapées, fragilisées ou elles-mêmes en fin de vie, ou bien des proches qui parfois se sentent démunis, y compris fragilisés d'ailleurs par les débats. On l'évoquait avec Alix Duroux aussi tout à l'heure. Vous recevrez bien sûr dès demain normalement le replay de ce webinaire qui sera mis donc en ligne sur notre chaîne YouTube et que vous pourrez bien sûr partager largement, regarder à nouveau pour vous former et former vos proches. Et puis voilà, vous pouvez bien sûr suivre sur les réseaux sociaux et vous inscrire à notre newsletter pour vous tenir au courant des débats et des actions éventuelles, des mobilisations. De manière plus générale, je vous invite chacun à vous sentir concerné par tout ça, puisque nous l'avons vu, nous avons tous des proches qui peuvent être concernés. C'est vraiment un sujet qui traverse, on va dire, toute la société. Donc ça, c'est vraiment essentiel.
Et enfin, les documents que nous avons évoqués tout au long de ce webinaire, à savoir le projet de loi en lui-même avec tout le détail des articles, l'exposé des motifs qu'évoquait Alix Duroux, donc qui est un résumé, on va dire, de l'objectif du projet de loi, mais aussi l'avis du Conseil d'État. Tout ça, nous vous le renverrons, nous vous renverrons les liens ou les documents PDF par email en même temps que le replay de ce webinaire. Voilà, bien écoutez, il ne me reste plus qu'à remercier mes 3 intervenants. Merci infiniment Alix Duroux, Guillaume Drago et Tugdual Derville pour votre présence virtuelle, certes, mais bien précieuse ce soir. Pas 100% virtuel, c'est bien nous, hein, c'est bien. Nous sommes là. C'est pas des hologrammes. À distance, mais c'est bien vous. Merci beaucoup. Et puis merci à vous, tous les participants qui nous avaient rejoints ce soir. Vraiment, c'est motivant aussi pour nous de vous voir si nombreux, motivés. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Merci Camille. Merci. Merci, bravo. Au revoir. Merci. Au revoir à tous.